Que demain, à la suite d'une menace d'attaque terroriste imminente, de nombreux espaces publics ont été fermés. Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale largement consacrée à ces mesures exceptionnelles prises par le gouvernement belge. Le niveau d'alerte est maximal en région bruxelloise. Les enquêteurs belges cherchent toujours 2 personnes, dont une qui transporterait une bombe. On retrouvera à Mathieu Col sur place à Molenbeek où des perquisitions ont eu lieu hier soir. Une semaine après les attentats de Paris, la vie reprend tout doucement son cours dans la capitale française. Les Parisiens refusent de céder à la peur. Enfin, le bilan a été revu à la baisse dans l'hôtel de Bamako visé par une attaque terroriste. On parle de 19 morts, dont 2 Belges. Après Paris, c'est Bruxelles qui pourra être la cible d'attentats. Depuis ce matin, la région bruxelloise est en alerte maximale au niveau 4, c'est le plus élevé, avec de nombreuses répercussions sur les lieux publics et les activités publiques. La ville est déserte et tourne véritablement au ralenti. Un reportage de François Genette et Xavier Gérard. Elle est normalement extrêmement fréquentée le samedi. Mais aujourd'hui, la rue Neuve de Bruxelles est anormalement calme. La plupart des magasins sont fermés, aux grandes dames de certains, venus pour faire leur shopping. Oui, c'est un peu bizarre, c'est un petit peu dommage également. On se retrouve ici, il n'y a pas grand monde, et je trouve ça dommage et pour les gens, et pour les commerçants, et pour l'ambiance de Noël qui commence à démarrer. Mais enfin bon, il faut bien se plier à ce qui a été décidé par le gouvernement, donc on n'a pas le choix. Partout, ces mêmes écriteaux expliquant la fermeture par mesure de sécurité. Mais derrière ces messages, il y a la peur des commerçants, engendrée par l'élévation du niveau de menace. Le personnel a peur de travailler, donc c'est un petit peu difficile d'obliger les gens de travailler, surtout que évidemment on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, chacun est un petit peu avec son âme et conscience. Même chose en ce qui concerne les centres commerciaux de la capitale et certaines grandes surfaces, fermées elles aussi. Dans le piétonnier, c'est le déploiement militaire qui marque. Soldats et policiers sont partout, lourdement armés. Une présence qui a tendance à rassurer les personnes que nous avons interrogées. Il y a des années, j'étais en Israël. Et quand je les ai vus, là, ça me rappelait, ça nous sécure, il n'y a rien à faire. Hein. Et moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il y a insécurité. Absolument pas. Mais s'ils veulent faire quelque chose, ils le feront. Un sentiment partagé par beaucoup de riverains, mais qui n'empêche pas certains de vouloir continuer à vivre normalement. Que le gouvernement prenne les mesures qu'il faut, c'est important, mais nous, c'est à nous de montrer que voilà, on est debout et on fait ce qu'on a à faire. C'est super important d'être là, au contraire. Pas facile à faire pour tout le monde, au vu de la tension palpable dans les rues de la capitale aujourd'hui. J'ajoute que la ville de Bruxelles encourage les cafés et les restaurants du centre-ville à fermer leurs portes dès 18h par mesure de précaution. On va retrouver Justine Sau en direct de Bruxelles. Bonsoir Justine, vous êtes passée par différents lieux réputés de la capitale qui sont habituellement bondés le week-end. Alors sont-ils ou non déserts ? Alors, ce n'est pas désert, notamment ici à Ixelles sur la place Flaget. Je suis devant le café Le Belga, qui est vrai emblématique ici de cette place. Normalement, c'est vrai, il y a un petit peu plus de monde un samedi soir, même si la météo est fraîche. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il n'y a personne en terrasse et qu'ils viennent de replier la terrasse juste derrière nous. C'est un petit peu calme, mais quand même, les clients sont là. Il y a beaucoup de jeunes ici dans le quartier. C'est un quartier très vivant, très bruyant, qui est près de l'Université libre de Bruxelles. Donc, il y a beaucoup de jeunes et ils nous disent, eh bien, nous, on n'a pas envie de modifier nos habitudes, on n'a pas envie de modifier notre train de vie. On veut qu'il y ait plein de vie dans Ixelles, dans Etterbeek, partout dans Bruxelles, parce qu'on ne veut pas alimenter la peur. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, ce sont leurs parents qui les appellent, qui leur envoient des SMS en disant « Soyez prudents ». On est passé aussi place Jourdan, où là, c'est la même chose. Tous les bars, les restaurants, les cafés sont ouverts sous surveillance militaire. Ceci dit, donc, je vous le confirme, on a vu la présence militaire sur la place Jourdan. Vont-ils rester ouverts, tous ces établissements, ce soir ? Ça reste à voir, puisque vous l'avez dit, Yvan Mayer conseille en tout cas aux établissements du centre-ville de fermer, non pas en raison d'une menace ciblée, mais bien en raison de l'élévation générale du niveau d'alerte. Merci beaucoup Justine. Une menace imminente qui a conduit aussi à l'annulation de nombreux événements tels que le concert de Johnny Hallyday
au Palais 12 du Heysel, mais aussi les compétitions sportives, y compris pour les matchs de football de D1 qui devaient avoir lieu en région bruxelloise. Céline Gransart. Le niveau d'alerte maximum entraîne de nombreuses mesures de sécurité. D'abord, par rapport au rassemblement, il est recommandé aux 19 communes bruxelloises d'annuler les grands événements sur leur territoire et de fermer les lieux très fréquentés. Il faut qu'on puisse concentrer nos forces de l'ordre sur des lieux sensibles et ne pas les disperser en de nombreux endroits à surveiller. Et donc c'est pour ça qu'on ferme un certain nombre d'infrastructures, comme les infrastructures sportives, pour mieux concentrer nos forces de l'ordre sur quelques cibles particulières. La plupart des spectacles sont annulés. Johnny Hallyday devait se produire au Palais 12 ce soir. Son concert a été reporté. L'OCAM a décidé de passer le niveau de menace de 3 à 4. Ce n'est pas nous qui décidons quoi que ce soit à ce niveau-là. Ce sont les autorités fédérales belges. Également annulés, la plupart des marchés et des compétitions sportives. L'Union belge de football reporte toutes les rencontres du week-end prévues en région bruxelloise. Les cinémas et les lieux touristiques ont aussi fermé leurs portes. Concernant les transports en commun, la STIB a décidé d'interrompre la circulation du métro et du pré-métro sur l'ensemble du réseau. Les trains circulent, seule la gare de Bruxelles-Schuman n'est pas desservie. Le centre de crise a aussi rédigé une liste de conseils directement adressés à la population. Éviter les lieux à forte concentration, notamment les gares, les aéroports, les centres commerciaux. Il est aussi conseillé de faciliter et de respecter les contrôles de sécurité. Le centre de crise demande également de ne pas diffuser de rumeurs et de s'en tenir aux informations officielles des autorités et des services de police. L'élévation du niveau de la menace concerne uniquement la région bruxelloise et Vilvoorde. Le reste du pays est maintenu au niveau 3. Et parmi les mesures exceptionnelles recommandées ce matin par le centre de crise, aucun métro ne circulera dans la capitale jusque demain après-midi. C'est du jamais vu. Le trafic de certains trams a également été impacté. Mathieu Langer, Emmanuel Talarico. Un rideau de fer baissé, impossible de prendre le métro jusqu'à nouvel ordre à Bruxelles. Les navetteurs n'ont pas été informés de ces décisions prises durant la nuit, vers 3 h du matin. On va essayer de trouver des alternatives, c'est pas évident, quoi. Je veux dire, je peux comprendre que la situation est grave, bon, voilà, quoi. Je veux dire, la vie continue malgré tout, quoi. Enfin, moi, j'ai pas regardé le journal parler hier, donc je suis pas au courant de ce qui s'est passé, mais je trouve qu'on n'est pas bien, c'est pas bien informé, quoi. Je suis désolée, mais donc voilà, je sais pas ce que je dois faire parce que même là-dessus, il n'est pas indiqué où on doit prendre son métro. Il n'y a plus de métro ou quoi? Ah, il n'y a plus de métro. Même constat dans les pré-métros sur la ligne qui mène au centre-ville. Le métro 1 qui allait en direction de Beaucaire, etc., était fortement bloqué, donc on a tous dû changer notre moyen de transport. On a dû prendre des bus de ligne, etc., pour aller vers le centre. Seuls les bus et les trams qui empruntent des itinéraires en surface sont autorisés à circuler. Normalement, dans les tunnels et en sous-sol, tout est fermé. Comme ici, à la station Schuman, ces touristes vont devoir s'organiser. On a été un petit peu surpris car nous sommes de passage et la station Schuman est fermée. C'est compréhensible, mais on espère vraiment que la situation reprendra son cours normal. Malgré le niveau de la menace maximale, seules les gares de train restent ouvertes mais sont toujours placées sous haute surveillance. La cellule de crise fédérale n'a voulu prendre aucun risque. Nous nous conformons bien entendu strictement aux instructions des autorités compétentes qui ont jugé bon de fermer l'ensemble des stations de métro et de pré-métro, et ce jusqu'à demain après-midi. Dans les jours qui viennent, la STIB évaluera la gravité de la situation. En attendant, pour tout complément d'information, elle conseille aux navetteurs de se rendre sur son site internet et ses réseaux sociaux. À l'origine de cet état d'alerte, la menace imminente d'attaque avec armes explosives dans plusieurs lieux publics, à l'image de ce qui s'est passé en France. Ce matin, au Conseil de sécurité nationale, les autorités belges n'ont voulu prendre aucun risque. Emmanuel Dupont, Didier Clip. Le Premier ministre est clair, un attentat pourrait être perpétré sur Bruxelles, à l'image de celui qui a été commis la semaine dernière à Paris. On parle donc de menaces portant sur une hypothèse où plusieurs individus avec des armes et des explosifs démarrent des actions, peut-être même à plusieurs endroits en même temps. Une menace sérieuse et imminente
qui a conduit l'OCAM, l'organe chargé d'évaluer la menace terroriste, à placer la région de Bruxelles-Capitale au niveau 4, le niveau maximum. Les cibles potentielles sont les rues commerçantes, les centres commerciaux. Pas question en revanche de préciser s'il s'agit des résultats des dernières perquisitions. Il n'est pas question pour nous de donner le moindre commentaire sur les enquêtes qui sont en cours, les opérations qui sont en cours pour des raisons évidentes, pour des raisons de sécurité évidentes. Par conséquent, le nombre d'événements dans la capitale est réduit. Les stations de métro fermées, les policiers et les militaires seront plus nombreux. Mais le gouvernement demande de ne pas céder à la panique. Nous, ça veut dire tous les services de sécurité, mettent tout en œuvre, vraiment tout en œuvre. On est 24 heures sur 24 heures actifs pour augmenter le niveau de sécurité à le maximum qui est possible. Il est normal d'avoir peur quand on voit ce qui s'est passé à Paris, ce qui vient de se passer à Bamako, mais je pourrais citer un très grand nombre d'événements à travers le monde, évidemment. Mais la peur, il faut voir comment la surmonter. Donc tenter de vivre le plus normalement possible, mais avec un certain nombre de précautions, de vigilance, de prudence. Et c'est ce que nous donnons comme message. Le Conseil national de sécurité doit se réunir à nouveau demain. En direct de Bruxelles, on vous retrouve Emmanuel Dupont. Le gouvernement fédéral a mis en place 4 mesures fortes dont on vient de parler. Il a aussi mis des recommandations à l'égard de la population. Oui, les autorités fédérales recommandent à la population de se renseigner à travers un outil de communication officielle parce que de nombreuses rumeurs circulent notamment sur les réseaux sociaux. Alors une ligne téléphonique a été ouverte ce matin, c'est le 1771. Une vingtaine de personnes répondent au téléphone et on enregistre à peu près 2000 appels en fin d'après-midi. Alors parmi les questions qui reviennent le plus souvent, c'est bien sûr quels sont les événements qui sont annulés ce soir dans la capitale. Alors ces renseignements sont aussi disponibles sur le site internet du centre de crise et puis un numéro d'urgence évidemment reste en vigueur, c'est le numéro 101 notamment pour informer de tout comportement suspect ou tout colis suspect dans la capitale. Emmanuel, la menace terroriste évolue d'heure en heure et elle sera réévaluée demain après-midi. Oui, et c'est l'OCAM, donc l'organisme chargé d'évaluer la menace terroriste, qui se prononcera demain après-midi sur le niveau de menace, puisque je vous le rappelle, on est au niveau 4 depuis hier soir. Ensuite, un Conseil national de sécurité se réunira aux alentours de 17 h demain après-midi, selon les informations communiquées par le cabinet du ministre de l'Intérieur. On peut donc imaginer, en tout cas supposer, que jusque demain 17 h, eh bien, le niveau maximum sera maintenu sur l'ensemble de la région de Bruxelles-Capitale. Merci beaucoup Emmanuel. Le vice-premier ministre Didier Reynders et le ministre-président bruxellois Rudy Vervoort sont nos invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors tout d'abord une information qu'on cherche à confirmer, une information issue du site du soir. On serait à la recherche de 2 hommes, dont un qui porterait une bombe, une info assez inquiétante, il est vrai. Mais comme ça a été annoncé ce matin, il y a une menace imminente, précise. On parle de possibles attentats par des personnes armées, souvent lourdement armées. Donc il est évident que l'on recherche en parallèle, les enquêtes se poursuivent, un ou plusieurs individus avec des armes, avec des explosifs. Donc tout ce qui circule correspond évidemment à la menace imminente et précise. Mais comme ça a été rappelé aussi, nous ne donnerons aucune indication sur le cours de l'enquête. L'enquête doit se dérouler le plus librement possible à l'initiative de tous ceux qui sont en charge, et puis surtout en évitant de la perturber. Mais il est évident, je le répète, qu'il y a une menace imminente, une menace précise. C'est pour ça que nous sommes passés au niveau 4. C'est pour ça qu'autant de mesures sont mises en œuvre dans la région bruxelloise, parce que c'est la région bruxelloise qui est visée. Et bien entendu, les enquêteurs sont à la recherche des individus qui pourraient perpétrer ce genre d'attentat avec les moyens qu'ils auraient à leur disposition. Vous l'avez rappelé, Didier Reynders, on est à un niveau d'alerte numéro 4, c'est le plus élevé. Il y a des militaires dans la rue, des blindés, on est vraiment en état de siège. Est-ce que c'est comparable avec l'état d'urgence que connaît la France actuellement? C'est quoi la différence? Ce sont des techniques différentes. L'état d'urgence, on a d'ailleurs vu en France, il est prolongé pour 3 mois. Il permet un certain nombre d'actions spécifiques, notamment de la part des autorités judiciaires, des capacités d'intervention, des perquisitions de nuit, enfin un certain nombre de choses comme celle-là. Ici, ce que signifie surtout le niveau 4, ce sont des moyens mobilisés beaucoup plus importants pour sécuriser. Et donc vous avez vu la présence policière et militaire beaucoup plus importante. Il faudrait bien se rendre compte que tout le pays est en niveau 3, ce qui est déjà un niveau très élevé. Et si un certain nombre d'événements ont dû être annulés, c'est notamment pour pouvoir mobiliser plus de moyens dans la sécurisation des rues dans la région bruxelloise. Si on doit sécuriser toute une série d'événements à travers le pays, on mobilise non seulement les polices locales,
mais aussi la police fédérale, parfois même l'armée. Ici, on reconcentre les moyens dans tout le pays, mais en particulier à Bruxelles, pour sécuriser la population. C'est une des orientations prises aujourd'hui. À côté de cela, je le répète, les enquêtes sont en cours. Et là, on mobilise énormément de moyens. Je voudrais insister aussi sur le fait qu'il y a la partie visible, il y a la partie qui l'est déjà beaucoup moins, les enquêtes, heureusement, qui se développent très bien, en bonne collaboration avec d'autres pays européens ou non européens, et puis les équipes qui sont prêtes à intervenir. Parce que quand on parle de possibles attaques imminentes, ça veut dire qu'il faut aussi des forces opérationnelles qui sont prêtes à intervenir si un drame devait survenir ici ou là, des forces d'intervention de police, des forces spéciales, mais aussi tous les services de secours qui sont mobilisés de la même manière. Donc c'est vraiment une mobilisation très large. Il faut d'ailleurs saluer toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont soit déjà dans nos rues, soit prêts à intervenir et qui sont manifestement tout à fait aguerris pour faire cela. Rudy Vervoort, parlons des mesures qui sont prises aujourd'hui et demain à Bruxelles, des mesures qui touchent quand même à notre liberté, qui impactent aussi l'économie de Bruxelles, les bars, les restaurants qui sont fermés, en tout cas vivement recommandé une fermeture à partir de 18 h. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions selon vous que les mesures qui ont été prises? Mais on est manifestement dans une situation exceptionnelle. On l'a dit, le niveau 4, ce sont des mesures exceptionnelles parce qu'il y a un danger imminent. Et donc, ça nécessite effectivement que dans l'urgence, les décisions, certes, sans doute impactantes pour la vie quotidienne de nos concitoyens et bruxellois soient prises. Mais ça, je dirais que la sécurité est la première des priorités. Bien évidemment, tout ça sera réévalué au fur et à mesure. On se réunira encore demain en Conseil régional de sécurité et de prévention avec l'ensemble des bourgmestres et des zones de police pour évaluer la situation, ensuite du Conseil national de sécurité, pour voir effectivement comment, et en fonction du risque, réévaluer ce qu'il conviendra de prendre comme décision pour les jours qui suivent. Alors justement, c'est une menace qui est réévaluée au niveau fédéral, au niveau régional. Ces mesures pourraient donc se prolonger. Est-ce qu'elles pourraient encore être augmentées? Et si oui, comment? Non, il n'y a pas plus haut que le niveau 4. D'autres mesures à Bruxelles qui seraient prises ou en dehors de Bruxelles? En relation avec le niveau 4, des mesures spécifiques, oui, en fonction de l'évaluation de tel ou tel type de menace, effectivement. Mais ça, c'est encore prématuré aujourd'hui de vous répondre, puisque les réunions se tiendront demain. Alors c'est vrai qu'il y a les fêtes de fin d'année qui se profilent. Est-ce que ça vous angoisse et est-ce que ça donne une mauvaise image de Bruxelles aussi? Ça pourrait décourager les touristes de rejoindre la capitale? Incontestablement, je pense qu'en termes économiques, il y aura certainement un impact, mais ce n'est pas propre à la Belgique. Je pense que Paris est dans une situation encore plus difficile que la nôtre. Mais voilà, on est dans un combat sans relâche que nous menons maintenant contre des terroristes. L'enjeu de la sécurité est l'enjeu prioritaire. Effectivement, après, il y aura un travail qui devrait être mené pour reconstruire les choses, mais en même temps, moi je souligne quand même un élément, c'est ce que j'entends de plus en plus dans les rues de Bruxelles, c'est les Bruxellois qui nous disent aussi, on ne va pas changer, on ne va pas s'arrêter de vivre, on va continuer à profiter de notre région, de notre ville. On n'apprécie pas que son image, effectivement, soit abîmée, mais nous, on veut continuer. Je pense que c'est aussi un message, parce que sans ça, c'est d'une certaine manière donner encore une victoire supplémentaire. On va le voir justement dans le reportage qui suit. Merci Rudy Vervoort, merci Didier Reynders d'avoir été parmi nous. Et effectivement, malgré la peur, certains commerces ont ouvert leurs portes. Nous sommes à un mois des fêtes et donc des journées cruciales pour les commerçants. C'est un reportage de Jimmy Méo et Guillaume Mills. Dans certains coins de Bruxelles, aucun doute, ça bouge. Nous sommes ici dans une rue commerçante d'Etterbeek. Les enseignes sont allumées, les vitrines décorées et les trottoirs très animés, même s'ils sont aussi bien surveillés. J'étais au marché d'Anderlecht, hein. J'étais au marché et alors j'étais visiter des gens à l'hôpital. Non, j'avais mes choses à faire, je les ai fait. Non, je n'ai pas peur. Dans ce salon de coiffure, ça ne désemplit pas depuis ce matin. Manu accueille ses clients avec le sourire, même si certains sont tout de même inquiets. On a eu des coups de fil, mais vraiment on était étonnés, vraiment en nous demandant est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai envie effectivement de continuer à vivre comme tous les jours, parce que sinon on est pris en otage d'une certaine manière. Le style, et puis les besoins alimentaires qui ne s'arrêtent pas aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des grandes surfaces sont souvent ouvertes en région bruxelloise. Même si la journée est calme vu la pluie incessante, la plupart des commerçants ici ne se sont même pas posé la question ce matin, au moment d'ouvrir leur magasin. Je crois que ça ne sert à rien d'avoir non plus extrêmement peur et de rester enfermé chez nous et que voilà, il faut quand même continuer à vivre malgré tout.
À un mois des fêtes de fin d'année, la Fédération des commerces et services, Comeos, déplore la décision tardive du gouvernement pour tous les magasins qui n'avaient pas forcément le sourire aujourd'hui. Revenons à présent sur les derniers développements de l'enquête en Belgique qui ne cessent d'évoluer. À Bruxelles, de nouvelles perquisitions ont été menées hier soir à Molenbeek. Des armes y ont été retrouvées dans un appartement. Par ailleurs, une troisième personne a été placée sous mandat d'arrêt et soupçonnée d'avoir participé aux attentats terroristes de Paris. Quentin Coppens, Sidamant. Les perquisitions ont lieu hier soir rue des Quatre Vents à Molenbeek, au domicile d'un proche de la famille Abdeslam. Les forces spéciales de la police découvrent des armes, mais pas d'explosifs. Peu après, à Laken, un homme est arrêté, de nationalité marocaine. L'Aziz est peut-être un élément clé dans l'affaire. Soupçonné d'avoir apporté un soutien logistique en Belgique à l'ennemi public numéro 1, une arme de poing et des traces de sang sont trouvées dans son véhicule, mais il dément tout contact avec Salah Abdeslam. L'Aziz est le troisième suspect arrêté à Bruxelles après Hamza Atou et Mohamed Amri, les convoyeurs du kamikaze en fuite. Suite aux perquisitions de ces derniers jours, le centre de crise déclenche le niveau maximal d'alerte pour l'ensemble de la région bruxelloise. Il y a à l'heure actuelle une menace qu'on dit imminente et sérieuse sur le territoire de la région bruxelloise. Ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère. Le CAM a fait une nouvelle évaluation cette nuit sur base de différents éléments qui ont été récoltés. Donc on souhaite maintenant informer tout le monde de ce niveau 4 et surtout des recommandations qu'on veut faire à la population en région Bruxelles-Capitale. Après cette nuit mouvementée, quelques nouveaux rebondissements, une intervention musclée au Sablon, 4 personnes suspectes dans un véhicule, une fausse alerte qui témoigne de la tension qui règne dans la capitale alors que l'ennemi public numéro 1 est encore activement recherché. Mathieu Coll se trouve à Molenbeek. Bonsoir Mathieu. Vous êtes retourné sur les lieux des perquisitions hier soir à Molenbeek et vous avez pu obtenir de nouvelles informations. Oui, tout à fait, Caroline. Les informations se sont succédées et contredites tout au long de la journée, mais on a pu entrer dans ce bâtiment, dans cet immeuble dans lequel ont eu lieu les perquisitions. Et on a pu surtout rencontrer la personne qui a été emmenée et gardée toute la journée par les policiers. On a dit de cette personne qu'elle était le cousin de Salah Abdeslam. Il n'en est rien. Cette personne n'a rien à voir avec Salah Abdeslam. C'est ce qu'elle nous a déclaré il y a quelques minutes à peine, sans vouloir le dire face caméra. Mais elle a bien été emmenée hier soir à la police. Les armes dont on parlait dans le sujet qui avaient été découvertes sur place, ce ne sont pas des armes, selon la personne qui habite l'appartement, mais des armes de paintball, donc des jouets, si vous voulez. Et les produits suspects qui ont été emmenés par les policiers, c'est pour ça que la personne a été gardée jusqu'au bout de la journée. Il fallait analyser l'ensemble des produits qui avaient été pris sur place. Eh bien, ce serait... ça peut paraître risible, mais du lait battu, selon le propriétaire, en tout cas l'habitant de l'appartement, qui a été emmené, puis relâché. D'autres personnes dans l'immeuble ont été emmenées hier soir, relâchées beaucoup plus tôt que la personne dont je vous parle maintenant. Mais clairement, on sent que bien, tout le monde est très tendu avec ce niveau 4 sur Bruxelles et que le moindre indice, peut-être d'un voisin ou un autre, ou quelqu'un qui a entendu parler du fait que peut-être il y avait une arme dans un appartement, eh bien ici, il s'agissait d'armes factices pour faire du paintball. On a parlé aussi à un moment donné d'armes retrouvées dans une camionnette. Il n'en était rien, la camionnette appartenait bien à cette personne, mais il y avait juste un vieux frigo à l'intérieur selon lui. Donc vous le voyez, les forces de police ne laissent rien passer, mais pratiquent donc des perquisitions parfois dans des lieux où il n'y a finalement pas grand-chose derrière. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions. Dominique, alors des armes qui ne sont pas des armes, des produits chimiques qui ne sont pas des produits chimiques, on voit que là... Et beaucoup de tension. Oui, beaucoup de tension, on l'a compris. Hein. Voilà, alors effectivement, il n'y a pas de produits chimiques. Mathieu Coll vous l'a dit, ce serait peut-être même du lait battu. Quoi qu'il en soit, ça ne me paraît pas être une substance dangereuse, contrairement à ce qu'on a pu dire un peu plus tôt dans la journée. Ce qui est clair, c'est que même si Salah Abdeslam était arrêté aujourd'hui, cela ne changerait pas nécessairement le niveau de la menace. Ce n'est donc pas en raison de sa fuite que ce niveau a été rehaussé. Visiblement, l'identification des kamikazes parisiens a permis de cibler les recherches, de cibler les individus. Qui sont ces individus? Quelles sont leurs relations? Quel est leur entourage? On cherche donc dans l'entourage des kamikazes. On étend cet entourage et on s'aperçoit que la cellule Abaout
a beaucoup de ramifications en Belgique. C'est ce qui explique toutes les perquisitions des derniers jours, c'est ce qui explique le niveau 4 et les tensions actuelles. Et le travail difficile de la police, c'est justement le porte-parole de la police fédérale, Michael Jonio, est notre invité. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Alors on imagine que la police vit des heures assez difficiles et compliquées en ce moment. Comment est-ce qu'on gère une crise aussi longue, puisque maintenant ça fait plus d'une semaine, avec un niveau de menace aussi fort? Mais je pense qu'il faut distinguer la semaine qui vient de s'écouler de la journée qui vient de s'écouler, puisque depuis cette nuit, nous sommes passés en niveau 4 pour la région Bruxelles-Capitale. Je dois dire que tous les moyens de la police sont actuellement engagés, les moyens en termes d'enquête, les moyens en termes de protection, de surveillance, mais aussi, le cas échéant, les moyens en termes d'intervention. Et donc, je dois remercier, bien entendu, notre personnel de la police fédérale, mais aussi des zones de police locales qui s'engagent de manière maximale dans le cadre de la menace actuelle. Alors si certains événements publics ont été annulés aujourd'hui, c'est par mesure de précaution, mais c'est aussi pour ne pas mobiliser trop d'hommes justement sur ces événements. Est-ce que ça sous-entend qu'on n'a pas assez de forces de police pour protéger tout le monde? C'est une situation exceptionnelle. Je pense que les personnes avant moi l'ont dit. Le niveau de menace 4, c'est la 3e fois qu'on le déclenche. Et donc, une situation exceptionnelle nécessite un engagement exceptionnel. Et donc, vous l'avez très bien dit, les annulations ont un double objectif. Le premier, c'est de sécuriser, d'éviter de mettre les citoyens en difficulté ou en danger. Le deuxième, c'est de récupérer de la capacité pour la réorienter vers la priorité qui est actuellement cette menace. Alors, Eddy Queneau, qui est permanent police pour la CGSP, était l'invité de notre édition spéciale de 18h. Il estime que non seulement les policiers sont sous-équipés, mais qu'ils sont aussi épuisés. On l'écoute et vous aurez la parole juste après. Oui, nous avons la capacité de pouvoir faire face à la menace au niveau 4 sur Bruxelles, mais non, nous n'avons pas le personnel en suffisance. Mais vous savez, à partir du moment où on travaille à flux tendu, comme on le fait pour l'instant depuis plusieurs semaines, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à tenir la cadence si cette menace venait à perdurer dans le temps. Parce que nos policiers sont là pour rassurer la population et pour répondre évidemment à toutes les missions qu'on va leur demander dans des circonstances particulières, mais le flux tendu va aussi, à un moment donné, poser un gros problème au niveau policier. Michael Jonio, à ce rythme, la police ne va pas tenir la cadence? Ben, les mesures nécessaires sont prises pour que la police puisse faire face. En termes d'enquête, par exemple, là aussi, nous avons donc libéré de la capacité qui travaille nuit et jour sur le dossier qui est en cours sous la direction du parquet fédéral. Et au niveau des mesures de surveillance et de protection, comme nous l'avons dit, nous avons réorienté la capacité et nous avons reçu un appui, un renfort non négligeable de la défense. Donc, les mesures sont actuellement prises, des mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle. Donc, vous êtes plutôt rassurant par rapport à ce que disait notre invité de 18h. Alors, on a tous en tête les images du raid en France, hein, ces forces d'unité spéciales qui ont fait un assaut assez musclé à Saint-Denis, au nord de Paris. Est-ce que chez nous, si la situation se présente, on est capable de mener ce genre d'assaut? J'espère qu'elle ne se présentera pas, mais je suis convaincu que si elle devait se présenter, nos forces spéciales seront en effet en mesure de faire face. Régulièrement, on souligne la qualité, le professionnalisme des unités spéciales de la police fédérale, qui travaillent d'ailleurs aussi en étroite collaboration avec des services plus spécialisés dans les zones de police. Donc j'ai confiance dans nos moyens. Je signale aussi que, par exemple, les hélicoptères de la police fédérale sont stand-by et disponibles en permanence 24 heures sur 24 pour pouvoir intervenir partout sur le pays. Merci beaucoup, Michael Jonio, pour ces paroles rassurantes. Un niveau d'alerte maximal, cela de quoi impressionner les Bruxellois, et en dehors de Bruxelles, dans d'autres grandes villes comme Liège, par exemple, qui pourraient être ciblées. Le bourgmestre de la Cité Ardente a d'ailleurs demandé des renforts. Julien Modave, Julien Raoui. À Liège, on se prépare à l'arrivée d'un hiver qui tarde un peu, mais on est surtout refroidi par ce qui se passe à peine 100 km plus loin. Bruxelles est en état de guerre. Comment réagir ici? Ce matin, ouais, on m'a envoyé un message en me disant que voilà, le niveau d'alerte à Bruxelles était de niveau 4 et c'est sûr que ça fait un peu peur, ouais. C'est pas parce que c'est à Bruxelles que ça ne peut pas être ici ou ailleurs, ça se passe partout? Oui, ça me stresse. Bah, oui, un petit peu. J'ai l'impression qu'il paraît qu'il y a plein de gardes, etc. Enfin, plein de militaires dans les endroits. Et puis, enfin,
J'ai l'impression que ça pourrait arriver ici sur Liège ou pas? Vous n'avez pas l'impression que ce soit si proche de nous, maintenant, apparemment, si. La ville a dû rendre une quarantaine de policiers fédéraux à la capitale qui en a grand besoin. Dès lors, le match de football de demain a bien failli être reporté, mais ce n'est pas le message que le bourgmestre veut faire passer. La décision que nous avons prise est la suivante. Elle est de maintenir le match et la police de Liège va compenser les policiers fédéraux qui ne seront pas mis à disposition ce dimanche. La ville a décidé de maintenir tous les événements sur son territoire. Les soirées de gala, les concerts, la batte, demain matin. Le niveau d'alerte est maintenu à 3, mais on veut ici, surtout, éviter la panique. Et en direct de Liège, on vous retrouve. Julien Modave, bonsoir. Vous vous trouvez devant le CHU de Liège, l'un des nombreux hôpitaux qui ont été mis en alerte, eux aussi. Oui, le ministère de l'Intérieur, c'est eux qui gèrent le numéro 112, le numéro d'urgence, a envoyé un courrier très rapidement, dès ce matin, à l'ensemble des hôpitaux de Belgique qui possèdent un service d'urgence. Ils sont à peu près 170 sur le territoire belge, et plus particulièrement à des hôpitaux comme celui-ci, le CHU de Liège, qui possède, en plus de son service d'urgence, des SMUR, des services médicalisés d'urgence. Ce sont des véhicules composés à la fois de médecins et d'infirmiers. Ce sont des véhicules qui peuvent travailler en première ligne. Eh bien, le ministère de l'Intérieur leur a demandé de prévoir un plan d'urgence en cas de problème avec Bruxelles et des services de garde, avec des médecins de garde et des infirmiers de garde. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Lucien Baudson. C'est lui qui s'est occupé de la planification d'urgence ici au CHU de Liège. Eh bien oui, les grands hôpitaux peuvent probablement déléguer, ce qui est notre cas. Le CHU de Liège pourrait très bien envoyer un SMUR, notre SMUR de réserve avec une équipe médicale. Vous pourriez dégager des lits très rapidement? Ça oui, je veux dire que déjà, d'habitude, quand on sait qu'il peut y avoir un afflux de victimes, eh bien, nous dégageons assez rapidement dans l'heure facilement des lits et des lits de soins intensifs en particulier. Voilà pour ces précisions concernant les hôpitaux. Je vous rappelle que l'enquête est internationale. Un Belge a été arrêté par la police turque à Antalya. Il aurait lui aussi un lien avec les attentats de Paris. La France a décidé de son côté de prolonger l'état d'urgence pour 3 mois. Le rôle qu'aurait joué Abdelhamid Abaoud le vendredi soir, donc le 13 novembre, commence tout doucement à se préciser. Le point sur l'enquête avec Justine Saut. L'arrestation a été filmée par des caméras. Les 3 suspects sont évacués d'un hôtel à Antalya, en Turquie. Parmi eux, un Belge, Ahmed Damani, selon les médias turcs. Il serait soupçonné d'avoir effectué des repérages pour les attentats de Paris. Mais le parquet fédéral n'a pas confirmé cette information. Les 2 autres suspects seraient syriens. En France, l'état d'urgence a été prolongé de 3 mois hier. Le Sénat a donc adopté à l'unanimité des suffrages exprimés et définitivement le projet de loi. L'enquête se poursuit avec de nouveaux éléments concernant Abdelhamid Abaoud, le Belge organisateur présumé des attentats. Le soir des attaques, il a d'abord été filmé à Montreuil, tout près de l'endroit où se trouvait la fameuse Seat noire, la voiture des tueurs des terrasses. Dans ce véhicule, 3 kalachnikovs, et les empreintes d'Abaoud viennent d'être retrouvées sur l'une d'entre elles. L'homme pourrait donc avoir participé directement aux tueries. Après l'attaque, Abaoud se retranche dans un appartement à Saint-Denis, mais est repéré par la police. Sa cousine Asnaï Boulassen est présente. Elle meurt dans l'assaut policier, mais ne s'est pas fait exploser, contrairement à ce que pensaient les enquêteurs. Après l'assaut, 7 personnes ont été relâchées par la police. Une seule est toujours en détention, Jawad Ben Daoud, l'homme ayant fourni l'appartement aux terroristes. Autre information, le 3e kamikaze du Stade de France est identifié. Comme un autre terroriste détenteur d'un faux passeport syrien, il a emprunté la route des migrants. Lui aussi avait été contrôlé en Grèce cet automne. Dominique, je me tourne vers vous. On a quelques détails supplémentaires sur le comportement de Salah Abdeslam le soir des attentats. Voilà, le soir des attentats, il est donc à Paris. Alors, une question qui reste entière aujourd'hui, c'est finalement pourquoi a-t-il survécu à ces attentats? Quel était son rôle? Est-ce qu'il devait lui aussi se faire exploser? C'est une hypothèse. Peut-être a-t-il paniqué au dernier moment. Toujours est-il que l'on retrouve la voiture au volant de laquelle il se trouvait, la Clio, dans le 18e arrondissement.
Et curieusement, dans la revendication faite par l'État islamique au lendemain des attentats, on parle du 10e, du 11e arrondissement, c'est la place de la République, les terrasses, etc. Et on parle aussi du 18e arrondissement. Or, il ne s'est rien passé dans le 18e arrondissement. Donc, ça tendrait à prouver qu'effectivement, Salah Abdeslam aurait dû commettre des attentats dans cette région. Toujours est-il que le soir des attentats, il est là-bas et il appelle ses copains à Bruxelles, ses copains de quartier. Il appelle Hamza Atou, qui n'a pas de voiture et qui donc va faire appel à un autre gars de Molenbeek, Mohamed Amri, et ils vont partir tous les deux pour aller chercher Salah Abdeslam à Paris. Et aujourd'hui, Hamza Atou déclare que Salah Abdeslam était particulièrement énervé, qu'il était même menaçant à certains moments, et dit-il, il portait une grosse veste sous laquelle il aurait pu cacher une ceinture d'explosifs. Tout cela au conditionnel, bien évidemment. Mais il semble que Hamza Atou, finalement, se soit retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, a voulu aider un copain de quartier, est aujourd'hui inculpé d'attentat terroriste. Le jeune homme qui, paraît-il, le vit très mal. On s'en doute. Et il faut rappeler aussi, Dominique Demoulin, que les contrôles aux frontières sont toujours d'actualité. Bien sûr, et ils ont même été renforcés aujourd'hui avec l'arrivée de CRS français qui ont pris place aux frontières et qui cherchent notamment des proches de la cousine d'Abdelhamid Abaout, Asna Haït Boulassen. On sait que son appartement a été nettoyé après son décès à Saint-Denis. Alors nettoyé par qui ? Par des complices, évidemment. Donc, lorsque les policiers sont arrivés, il n'y avait plus rien à trouver. On avait fait le ménage, réellement. Donc, ces complices, eh bien, on les recherche eux aussi. Et peut-être sont-ils passés de France en Belgique. C'est l'objet notamment de ces contrôles frontaliers. Merci beaucoup, Dominique. Voici à présent le témoignage de l'un des nombreux urgentistes qui sont intervenus le soir des attentats. Il s'est précipité pour aider un homme à terre avant de s'apercevoir avec stupeur qu'il s'agissait de l'un des kamikazes. Attention, des images très dures commentées par Mathieu Langer. En me mettant par terre, en me massant, c'est quand même des gestes assez brusques que j'ai fait. J'aurais pu aussi y passer. L'horreur, ses paradoxes et ses histoires incroyables. Sans le savoir, au comptoir Voltaire, David a tenté de réanimer un kamikaze. Il était inconscient, il n'avait rien, il n'avait pas à le faire. Je remarque tout simplement, moi, que sur le côté, il y avait une ouverture énorme. Une grosse ouverture sur le côté. L'urgentiste ne se doute de rien. En massant, j'ai rien senti en massant. Et à un certain moment, il me dit, c'est le type qui masse avec moi, il me dit, il faut peut-être qu'on enlève le t-shirt, c'est mieux. Je lui dis, oui, t'as raison. Et là, je déchire le t-shirt. Et en déchirant le t-shirt, c'est moi qui l'ai déchiré, ce t-shirt, et j'ai vu des fils. Ces fils d'explosifs sont ceux de la ceinture que Brahim Abdeslam vient d'activer dans son dos. Lui seul périra. 2 personnes sont grièvement blessées, une dizaine plus légèrement. Par terre, il y a du sang et je vois les premiers boulons par terre. Et là, j'ai tout de suite compris. J'ai dit, mais c'est une explosion, c'est un kamikaze. Moi, j'ai dressé un bilan de ce qu'il y avait. Et là, c'est en disant aux collègues pompiers qui m'avaient reconnu, voilà, ce type, il a plein de fils sur lui. Il a crié, il a dit, tout le monde dégage, on évacue tout le monde. Et là, on est tous partis dehors. À 46 ans, cet urgentiste des hôpitaux de Paris est encore sous le choc. En tentant de sauver une vie, David aurait pu perdre la sienne. Depuis hier soir, les hommages se multiplient à Paris, notamment une semaine tout juste après les attentats qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés. Les Français ne se laissent pas envahir par la peur, bien au contraire, comme on va le voir dans le reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Sébastien Rosenfeld et Gilles Gingler. Cet homme rend hommage à son proche toujours à la morgue. Au café La Bonne Bière, il est temps de reconstruire. 5 personnes sont mortes ici, fauchées sous les balles des terroristes. Il faut réouvrir vite, pour que le bistrot redevienne un lieu de vie, plutôt qu'un mémorial. Adrien a perdu une de ses collègues dans ces attentats. J'ai travaillé avec elle en fait l'année dernière.
je connaissais pas du tout ses proches et sa famille. J'ai laissé des messages, bien entendu, de condoléances. Au petit Cambodge, l'oncle de Justine prie autour des anonymes. Face au Bataclan, Kevin joue encore et encore. Daesh a voulu toucher des endroits comme la fête, la culture française. Et donc c'est aussi une façon de répondre à ça, de jouer ici même de la musique. Des bougies toute la nuit et des adieux. Un message reçu, au secours aidez-nous, ils sont en train d'attaquer tout le monde au premier étage, ils sont en train de puiser tout le monde, au secours aidez-nous. Et après plus de nouvelles. Et nous on est là, on essaie d'allumer des bougies pour, voilà, pour essayer de, je sais pas, de se déculpabiliser. Ça aurait pu être nous, hein, ça aurait pu être nous. Hier, des centaines de Parisiens se retrouvent église Saint-Sulpice pour un concert hommage, le Requiem de Mozart. Les places de la République, l'heure est plutôt à la joie, à la Renaissance. C'est juste génial quoi, de voir toute la joie qu'on peut réussir à sortir encore après tout ça. Et voilà Paris qui retrouve ses cris, comme sur ses marchés populaires. Sur les grands boulevards, les clients sont aussi de retour. C'est encore un peu tendu dans certains quartiers, mais les gens commencent à ressortir. Mais non, il n'y a pas de souci, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas de vivre, hein, de toute façon. Le prolongement de l'interdiction de manifester jusqu'au 30 novembre ne change rien. La capitale veut redevenir la ville des Lumières. J'ajoute que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité hier une résolution française qui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre le groupe terroriste État islamique. Les pays sont invités à redoubler d'efforts et à coordonner leurs initiatives afin de prévenir et stopper les actes terroristes. Autre grand titre de l'actualité, c'est l'attaque terroriste menée contre un hôtel de Bamako. Il y a une vingtaine de morts, dont 2 Belges. Une attaque revendiquée par un groupe proche d'Al-Qaïda. L'état d'urgence a été déclaré pour 10 jours. 3 suspects sont activement recherchés par la police. Benjamin Braun. Le Radisson Blu, théâtre d'un véritable bain de sang. Les images tournées à l'intérieur de l'hôtel témoignent de la violence de l'attaque. On sait depuis ce matin qu'il y a 2 Belges parmi les 18 clients décédés. Malheureusement, nous avons reçu pendant le Conseil national de sécurité la confirmation de l'identification d'une 2e victime belge à Bamako sur les 6 personnes qui étaient présentes dans l'hôtel au moment de l'attaque terroriste. Cette 2e victime, c'est un Flamand originaire de Le Saint-Pierre dans la périphérie bruxelloise. Le décès s'ajoute à celui du Montois de 39 ans, fonctionnaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Prostrés dans leur chambre, les survivants ont vécu 9 heures de prise d'otage, 9 heures d'enfer dans le bruit assourdissant des balles, dont les impacts sont aujourd'hui bien visibles dans les murs et les plafonds de l'établissement. On a frappé, je n'ai pas ouvert. Ce n'est que lorsqu'on m'a confirmé qu'on venait me chercher et que la personne m'a appelé par mon prénom que j'ai ouvert. L'attentat est revendiqué par un groupe proche d'Al-Qaïda mené par Mokhtar Belmokhtar, dit Le Borgne. Depuis ce matin, police et militaires sont sur les dents. L'état d'urgence est décrété pour une durée de 10 jours. 3 présumés terroristes seraient toujours dans la nature. Ils sont activement recherchés. Ces hommes qui ne mettent pas le nom d'hommes. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous, dans la Convention et la Chine-Histoire. Nos valeurs ne sont pas les leurs. J'ai dit que la valeur vie leur est inconnue. Et c'est pour cela que vous, comme nous, chacun devra faire attention. Un deuil national de 3 jours débutera ce lundi. Geoffrey Dieudonné est l'une des 2 victimes belges. Aurélie Henneton et Aline Lejeune ont rencontré les collègues de ce haut fonctionnaire originaire de Saint-Guilain. Geoffrey Dieudonné ne devait pas aller à Bamako. Le fonctionnaire est parti suite à une décision de dernière minute, parti pour 3 jours de mission. Ses collègues sont aujourd'hui sous le choc. Geoffrey Dieudonné était le secrétaire de commission de Patrick Prévost, un collègue proche. Geoffrey était au Mali dans le cadre d'une mission, dans le cadre de son travail. Il était là pour former des fonctionnaires maliens. Et c'est vrai que
c'est d'autant plus dramatique qu'il était là encore une fois pour servir son institution, comme il l'a toujours fait pendant ces 15 années passées au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 3 jours. 3 jours, effectivement, de mission, et puis le drame. Après de longues heures d'attente, son décès a été confirmé hier, en début d'après-midi. Sa ville d'origine, Saint-Guilain, est en deuil. Geoffrey Dieudonné était un homme dynamique, chaleureux, professionnel et très apprécié. C'était un garçon souriant, charmant, travailleur, dévoué pour son institution qu'il aimait. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on est tous sous le choc de sa disparition. Geoffrey Dieudonné devait revenir de Bamako demain pour retrouver sa famille, dont ses 2 enfants. Ses collègues lui rendront hommage début de la semaine prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces 2 attaques, sur ces plus multiples attaques terroristes en France et à Bamako. Une actualité à suivre à tout moment sur l'application mobile RTL Info. Allez, un petit peu plus léger pour terminer. Les premiers flocons de neige ont fait leur apparition, notamment à Bastogne, d'où nous proviennent ces images amateurs. Quelques averses hivernales ont également touché le Tournaisis ce matin, ainsi que la capitale.